Bonjour et bienvenue sur le podcast Découvrir les sciences védiques pour partager autour de l'astrologie Jyotish, du Vastu et de l'Ayurveda. Aujourd'hui, je suis avec Clarisse. Bonjour Clarisse. Bonjour Justine. Alors aujourd'hui, on va parler d'un sujet assez particulier et super passionnant qui est la prévention en Ayurveda. Mais avant tout, Clarisse, est-ce que tu peux te présenter pour nos auditeurs? Oui, bien sûr. Donc je suis Clarisse, praticienne en Ayurveda. Et à côté de ça, j'ai aussi encore, on va dire, un poste de coordinatrice en prévention des risques professionnels. Du coup, c'est pour cette raison que le sujet de la prévention est un sujet qui me tient énormément à cœur et qui fait partie de ma vie aussi depuis plusieurs années déjà. Donc on a vraiment la bonne personne avec nous aujourd'hui pour nous parler Ayurveda et prévention. Alors ça pourrait être intéressant peut-être de nous présenter ces deux sujets, donc de les définir. Qu'est-ce que l'Ayurveda et qu'est-ce que la prévention? L'Ayurveda, déjà, ce sont deux mots sanscrits qui veut dire la science de la vie ou la connaissance de la vie, peu importe, hein. C'est une science qui semblerait avoir à plus de 5000 ans, donc elle date pas d'hier. Et elle a pour but, en tout cas moi c'est ma vision des choses, c'est que elle a pour but en fait d'apprendre surtout à apprendre à se connaître, à savoir qui on est et à prendre conscience que on vit en fait tout ce qui se passe dans la nature, il se passe exactement la même chose à l'intérieur de nous, évidemment avec des proportions un peu différentes. Et du coup, comme on prend l'exemple en fait des saisons. Quand on est en ce moment, on est en hiver. En hiver, il se passe pas mal de choses. Il fait froid, il y a du vent. On sent que notre corps, en fait, il va réagir face à ces éléments-là. Et je vais dire bizarrement, mais certaines personnes vont beaucoup mieux s'adapter en fait à cet environnement-là et d'autres moins. On aura tendance à dire c'est comme ça. Mais en réalité, si on se connaissait un peu mieux, on apprenait à se connaître justement par le biais de l'Ayurveda, on pourrait comprendre que finalement, déjà, il n'y a pas de hasard, qu'il y a des raisons pour lesquelles on est plus à l'aise avec cet environnement, on va dire, hivernal, que par exemple avec un environnement plus estival. Donc ça nous permet de déboucher finalement sur la prévention parce que quand on connaît son environnement, quand on connaît qui on est, et ben tout de suite on peut mettre en place finalement des gestes préventifs pour éviter du coup des aggravations. Alors est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur cette prévention par rapport à l'Ayurveda? On peut le voir en fait un peu partout dans notre vie quotidienne. On va dire avant la prévention, on a ce qu'on appelle la correction. Ça veut dire que aujourd'hui, on est plutôt dans un système réactif que préventif. Et du coup, ce qui se passe, c'est que on va se retrouver malade et on va dire, ah, c'est à ce moment-là, en fait, je vais aller chez le médecin pour pouvoir, en fait, un peu, corriger ma pathologie, ma maladie, pour pouvoir aller mieux. Et en fait, on est dans ce cercle-là. Ça veut dire qu'on est toujours en train de dire, j'ai quelque chose, donc là, je vais voir pour le corriger. Alors qu'en fait, si finalement on raisonnait autrement, on se disait, ok, là on arrive peut-être dans une période où j'ai tendance à me sentir un petit peu faible, qu'est-ce que je peux faire en avance, en prévention, pour éviter de tomber malade? Déjà ça c'est je pense que c'est un premier point qui est intéressant et qui est à se poser, c'est ne plus être en fait dans le je subis. C'est un peu la phrase, on le dit sans vraiment des fois y penser, mieux vaut prévenir que guérir. C'est tout à fait ça. Ça veut dire que au lieu de guérir une pathologie, enfin ou un rhume, voilà, enfin, peu importe, et ben en fait on va faire de la prévention. On va éviter que on se retrouve en fait avec son rhume. Et c'est tout là en fait de ce que peut apporter l'Ayurveda et avec la connaissance de soi et de son environnement. Et ça, c'est super important, surtout qu'on en parle, c'est assez d'actualité, en particulier en France métropole, avec ces grèves, que ce soit au niveau médical ou ces soucis pour recruter, par exemple, des docteurs. Et c'est vrai que l'Ayurveda et toutes les médecines finalement parallèles, naturopathiques, peuvent en tout cas servir de moyen de prévention. Alors, quand tu dis moyen de prévention au travers de l'Ayurveda, est-ce que tu peux nous donner, par exemple, des exemples pour que nos auditeurs puissent se visualiser un petit peu qu'est-ce que c'est la prévention concrètement?
On va rester sur la thématique hivernale. Comme ça peut, voilà, je pense que ça peut parler à beaucoup d'entre nous. Aujourd'hui, il y a des choses que l'on fait de manière instinctive ou alors ça nous a déjà été inculqué, voilà, quand on était enfant. On va dire que c'est assez rare de sortir en plein hiver de chez soi en, en short, en tongs et puis se dire bon, enfin voilà, on a tendance à se couvrir, à mettre voilà des manteaux, des écharpes, des bonnets pour rester en fait bien au chaud à l'intérieur de soi et éviter justement d'avoir ce vent glacial en fait qui va nous fouetter le visage et qui va nous amener en fait du coup des potentielles maladies. Donc déjà, ce qui est intéressant, c'est que il y a des choses aujourd'hui que l'on fait. Pour nous, ça nous paraît tout à fait normal parce que c'est comme ça, c'est dans les mœurs. Et pourtant, enfin voilà, fallait y penser. Enfin, faut dire ça comme ça. C'est mettre, je sais pas quand est-ce que le bonnet a été inventé, mais enfin, quoi qu'il arrive, voilà, il y a bien quelqu'un qui s'est dit, tiens, c'est important de se couvrir la tête. Il y a la chaleur qui passe par la tête. Si on se couvrait la tête et les oreilles, dans ces cas-là, on va moins tomber malade. Donc déjà, il y a des choses que l'on fait au quotidien. Mais à côté de ça, il y a d'autres choses auxquelles on pense, on pense moins. Notamment, on dit toujours en Ayurveda qu'en fait, on va toujours traiter les choses par son contraire. Donc, quand il fait froid dehors, le plus important, c'est de se réchauffer. Donc déjà, ce qui est intéressant, c'est se dire que pendant cette période-là, on va consommer principalement des aliments chauds et cuits. Donc déjà, un des premiers conseils qui est intéressant, c'est de se dire consommer beaucoup d'infusions ou de l'eau chaude pour voilà, ceux qui aiment ça, au lieu de sortir en fait son verre, la carafe d'eau du frigo et puis de boire l'eau glacée. On a besoin de réchauffer son corps et puis lui aussi, il en a besoin. À côté de ça, on peut également hydrater son corps, puisque en hiver, on est dans une période, pour ceux qui connaissent un peu l'Ayurveda, mais là, on est dans une période assez Vata. Et puis quand on va arriver au printemps, on aura plus une période un peu Kapha. Mais du coup, là, il y a la sécheresse qui est assez importante en fait, qui est bien présente du coup dans notre environnement. Donc du coup, pour aller vers son contraire, nous allons réhydrater notre corps et quoi de mieux qu'utiliser de l'huile? Alors nous on utilise l'huile de sésame, un peu voilà, un peu chaude ou tiède, et du coup se faire un massage, un automassage du corps pour pouvoir l'hydrater en douceur. Et ça, c'est la phase que moi j'appelle la phase entre guillemets d'accumulation. En tout cas, on contre la phase d'accumulation, c'est-à-dire qu'on évite à ce qu'un élément prenne trop de place finalement dans le corps. Et c'est en particulier important si par exemple notre constitution de base, c'est Vata Dosha, donc qu'on a de l'air et de l'éther particulièrement fort dans notre corps. Bon, on sait que l'hiver, on va avoir tendance à une accumulation parce que la saison fait que le Dosha Vata est déjà prédominant. Donc nous, notre objectif, ça va être d'équilibrer pour pas qu'il y ait d'accumulation, parce que tout part de cette accumulation. Plus on va avoir d'un certain élément, d'une certaine matière, plus ça va augmenter dans notre corps, et c'est cette augmentation qui va après nous faire découler des pathologies, ou en tout cas qui va arriver à une aggravation de notre état. Et c'est cette aggravation qui après, du coup, va nous amener à une éventuelle manifestation de la maladie. Oui, exactement. C'est vrai qu'on parle beaucoup en Ayurveda des 6 stades les 6 stades de la maladie. Et en fait, sur ces 6 stades, souvent, quand on arrive en fait au 5e et 6e stade, en fait, c'est là où la maladie en fait va se manifester. Et c'est à ce moment-là où on a tendance à réagir, comme je disais tout à l'heure. On est dans cette phase de réaction, de se dire qu'est-ce que je peux faire pour aller mieux? Alors qu'en réalité, il faut prendre les choses en fait à la base et au lieu de se retrouver avec voilà avec quelque chose, on va prévenir tout ça pour éviter cette aggravation, parce que l'accumulation finalement, ça se fera quasiment, je vais pas dire tout le temps, mais oui, en fonction de sa constitution. Soit on arrive à vivre dans un environnement qui nous est tout le temps favorable, mais dans ces cas-là, faut pouvoir voyager tout au long de l'année pour se retrouver en fait dans un environnement qui à chaque fois peut nous apaiser.
Mais si c'est pas le cas, et ça je pense que c'est pour un grand nombre de personnes, c'est le cas, on va faire avec l'environnement dans lequel on est et du coup on va mettre en place des routines, ce qu'on appelle voilà les ritu-charya enfin, ou dinacharya pour pouvoir contrecarrer en fait tout ce qui se passe dans la nature à ce moment-là. Et donc c'est vrai que tu parlais des 2 derniers stades de ces phases en fait de la maladie, de ces 6 phases. Donc ces 2 dernières phases qui sont la manifestation et la diversification. Et c'est souvent à ce moment-là, comme tu as dit, où on va consulter son médecin généraliste. Mais c'est souvent en fait une phase où du coup ça devient un petit peu plus compliqué de gérer les choses, en tout cas de façon peut-être plus naturelle, ou en tout cas ça va demander un travail qui va être un petit peu plus long parce qu'on va avoir omis toutes ces premières phases de prévention. Donc on a vu l'accumulation, l'aggravation, et après moi j'ai ce que j'appelle l'overflow, en tout cas où on a où ça commence un petit peu à se disperser et ça commence à toucher plusieurs éléments en même temps. C'est quand on a des soucis digestifs, plus de la fatigue, plus on a encore autre chose qui va pas. Et puis après on a cette relocalisation où du coup la maladie va se déplacer, va toucher d'autres organes. Et souvent, ce qui est intéressant avec cette 4e phase, c'est qu'on va avoir des symptômes qui vont se déclencher mais qui vont pas forcément être à l'origine de la maladie. C'est-à-dire que par exemple, on va avoir un souci digestif parce qu'on sait qu'en Ayurveda tout se passe au niveau de Agni, du feu digestif, mais finalement on va avoir un souci peut-être au niveau intellectuel, on va avoir une perte de mémoire, ou on va avoir des soucis par exemple de concentration qui comme ça de prime abord vont nous faire dire ça n'a rien à voir avec ma façon de manger ou rien à voir avec mon feu digestif, mais qui en fait tout part de là. Et c'est ça qui est intéressant avec cette pratique de prévention, c'est que ça nous permet aussi de reculer, de revenir en arrière et de se dire on a un symptôme qui se passe dans une zone qui va être par exemple au niveau de l'esprit, de la réflexion, mais qui en fait, si on remonte un petit peu le fil conducteur des choses, en fait l'accumulation, en tout cas les premières phases, elles ont commencé au niveau digestif, et c'est là où l'Ayurveda va, je trouve en particulier être utile, c'est qu'elle va permettre de remonter aux origines finalement de la maladie ou de la souffrance. Ouais, et en plus, en général, c'est pas du tout là les zones auxquelles on pense au départ. C'est-à-dire que aujourd'hui, on se dit, j'ai mal enfin, j'ai des problèmes articulaires, mais en fait, l'origine, elle vient du système digestif. Et là, on se dit, mais c'est quoi le lien? Enfin, il y a aucun rapport. Et en fait, quand on creuse un peu, en tout cas quand on connaît l'Ayurveda, donc s'il y a des praticiens qui écoutent, ils vont se dire, mais si, en fait, il y a un lien, et en fait, tout est relié. Tout est relié. C'est juste que quand on n'a pas cette connaissance-là, en fait, on s'en rend pas compte. Et on peut même aller au-delà. Et ça, c'est ce que moi je dis souvent, en fait, en début de pratique, même si parfois ça peut être un peu difficile à entendre, c'est que souvent les pathologies, elles arrivent, elles sont pas physiques en fait en premier lieu, elles sont d'abord mentales. Ça veut dire qu'en fait, on manifeste dans notre esprit quelque chose. Alors, c'est pas conscient dans le sens où tiens, j'ai envie d'avoir mal au ventre. Non, c'est pas ça. On prend l'exemple du stress parce que je pense que c'est quelque chose qui parle assez bien. On va accumuler en fait du stress, donc au départ, ça va être quelque chose d'assez mental. Et en fait, à un moment donné, ça va se répercuter en fait sur le physique. Et du coup, c'est là où on rentre dans ce cercle vicieux. On a des problèmes physiques du coup qui apparaissent, du coup des douleurs. On a des douleurs et derrière, ça va impacter en fait le mental. Parce que quand on a mal, en général, le système nerveux, ça lui plaît pas. Donc du coup, il va se dire voilà, j'ai mal. Donc soit on va se tourner aussi vers l'allopathie, enfin on prend des médicaments, des choses comme ça qui vont pouvoir nous soulager. Mais derrière, si en fait on règle pas ce côté mental, le problème il sera toujours là. Donc et l'objectif c'est d'aller dans ce stade inverse en fait, d'aller plutôt dans ce cercle vertueux et de se dire je me sens bien, je suis heureux, j'aime, voilà, la vie est belle et tout ça, même si bon, ça peut être des fois un peu difficile de le voir comme ça, mais quand on réfléchit positif, notre corps, en fait, il va raisonner aussi de manière positive et du coup, on peut éviter, en fait, certaines maladies.
dans ce sens-là. Et c'est tout l'intérêt, je trouve aussi, c'est de l'Ayurjyotish et aussi du Vastu relié à l'Ayurveda dans une certaine mesure, parce que en changeant du coup les influences planétaires, ou en tout cas en essayant de soutenir et puis de réduire certaines influences qui pourraient être renforcées ou affaiblies en fonction des planètes qu'on peut avoir dans notre thème, ça va changer du coup notre dynamique d'esprit, la façon dont on interagit avec le monde, et ça va nous impacter au niveau de la santé. On sait d'ailleurs que chaque planète est associée à un système. Par exemple, la Lune est associée au système hormonal, le Soleil à la digestion, par exemple. Donc c'est vrai que c'est super intéressant du coup d'avoir cet aspect-là de combinaison, et on voit du coup que les sciences se relient. Pareil pour notre environnement, on sait que dans le Vastu, en fonction de si on a une partie Est plus ou moins équilibrée, on peut avoir plus ou moins de soucis. Donc ça peut passer par l'aspect physique de digestion, mais le soleil, c'est aussi le sens de soi, l'estime de soi, l'ego dans une certaine mesure. Et si on a une partie est de notre maison qui est très sombre, on peut avoir une mauvaise estime de soi. Et cet aspect psychologique va du coup forcément avoir un impact sur notre santé en particulier. Et c'est là où on voit du coup toutes ces sciences finalement, elles ont un sens et elles sont vraiment imbriquées les unes dans les autres et elles fonctionnent super bien ensemble. Tout à l'heure, en début de podcast, tu parlais de la Dinacharya et de la Ritucharya. Donc, ça peut être des termes peut-être un petit peu nouveaux pour ceux qui nous écoutent. Est-ce que tu peux développer un petit peu ces concepts-là? Pour le faire assez simple, en fait, ce sont les routines du vie ou rituels, si certains préfèrent ce terme-là. Moi, j'aime bien voilà, le côté routine, puisque l'être humain, il a besoin d'une routine de vie, où on peut la faire en fonction des saisons aussi, ou en fonction de sa constitution ayurvédique ou de son déséquilibre, etc. Mais mettre en place du coup ces petites routines qui parfois peuvent vraiment, et j'insiste là-dessus, peuvent prendre 5 minutes. On sait qu'aujourd'hui on est dans une société qui vit à 100 à l'heure. Donc commencer à dire dans ta routine de vie, tu dois faire 1 heure de yoga par jour ou méditer 1 heure et demie tous les matins. Bon voilà, à un moment donné, il faut trouver aussi la demi-mesure. Mais il y a des petites choses qui sont super intéressantes à faire, très simples, peu onéreuses aussi, et qui en fait, quand on y pense, on a déjà tout à disposition chez nous pour le faire. Je peux donner C'est vrai. quelques exemples si ça peut, voilà, si ça peut intéresser. Carrément, si tu peux nous donner des exemples, et puis peut-être aussi pour ceux qui connaîtraient, alors ça, faudrait voir peut-être soit avec toi, soit avec un autre praticien ayurvédique, mais son prakriti, donc sa constitution natale, et puis ses vitriki, ses déséquilibres. Mais est-ce que tu pourrais peut-être déjà, avec ces deux piliers-là, nous donner quelques idées, quelques tips de routine? Oui. Alors, déjà, au niveau de la routine, moi, je considère une des meilleures, en fait, c'est celle que l'on va faire le matin au réveil. Ce qu'il faut savoir, c'est que le soir, voilà, quand on va se coucher, pendant la nuit, va se passer plein de choses dans le corps et dans l'esprit. Et le matin, quand on se réveille, on peut souvent se rendre compte que on a accumulé en fait des toxines. Donc, c'est normal, pendant la nuit, le corps il se nettoie. Donc une des choses déjà assez simples à faire, on va dans sa salle de bain et on va se gratter la langue. C'est un concept, moi je trouve ça génial et puis c'est simple et aujourd'hui pour moi ça fait tellement partie de ma routine que du coup je me verrais pas faire autre chose avant. Mais voilà, se gratter la langue, alors effectivement il existe des gratte-langues qui font, voilà, qu'on l'on peut utiliser, mais en fait, une cuillère en fait en métal peut très bien faire son effet au départ quand on n'a pas de gratte-langue. On enlève les dépôts en fait, les dépôts, les toxines qui se sont accumulées durant la nuit, puisque déjà c'est une première chose que l'on va éviter d'avaler de nouveau. Parce que dès qu'on va commencer à ingérer des aliments ou voilà à boire son café, sa tisane et tout ça, bah en fait ces toxines qui sont sur la langue, bah ils retournent en fait dans l'organisme. Alors que là c'est une chose très simple, c'est voilà on l'enlève et je dis pas qu'on n'aura plus de toxines, mais c'est déjà une chose en moins pour faciliter un peu notre organisme. Et ça, c'est quelque chose que l'on peut faire tous les jours. Peu importe, peu importe la constitution d'ailleurs, c'est propre, c'est pour tout le monde. C'est bon pour tout le monde.
Et tu vois, ce qui est drôle aussi, moi j'ai un enseignant en astrologie biotique qui me disait toujours, il faut se laver les dents le matin, donc pour cette raison-là au niveau des toxines, mais aussi parce que pour lui, ça fait plaisir à Shri Lakshmi, à la divinité Lakshmi, qui est la divinité de l'abondance, de la prospérité, et qu'en gros, pour lui, c'était super important d'avoir une bouche saine, déjà pour pas avoir de toxines, mais aussi pour honorer cette divinité de l'abondance. Et c'était un petit peu comme si du coup on invitait la richesse, en tout cas la richesse, l'abondance, ça veut dire plein de choses. Ça veut l'abondance d'amour, de financier, de travail, plein de choses. En tout cas, voilà, si ça peut aussi avoir un aspect, tu vois, un petit peu holistique, ça peut vraiment être associé à plein d'autres choses aussi. Ah bah de toute façon, en fait, comme on disait tout à l'heure, tout est lié. Il y a une réponse à tout. Après, voilà, c'est en fonction de notre niveau de connaissance. Voilà, si on est très cartésien, on va rester sur voilà, sur des cas un peu plus concrets. Et si on va aller plus loin, il y a aussi, voilà, d'autres aspects un peu plus spirituels qui permettent voilà, de comprendre pour quelles raisons on fait ce genre de choses, hein. Oui. Donc du coup, tu nous parlais de ce grattage de la langue. Est-ce que tu as d'autres routines à nous conseiller aussi? Oui, bah, on va rester sur la sphère buccale. Et du coup, on a bah, les bains de bouche. Mm. Alors, notre huile favorite pour les Vata, qui est l'huile de sésame. Donc voilà, parce que comme je vous disais, on a tout dans en fait, on va dans notre cuisine et puis on va récupérer voilà ce qui s'y trouve. Et on peut faire en fait ce bain de bouche tous les matins pendant quelques minutes. Alors moi je conseille parce que c'est cette histoire de gain de temps, parce qu'on va me dire oui mais ça je cumule en fait le nombre de choses à faire, moi j'ai pas le temps, je fais. On peut toujours trouver une manière de faire et moi je leur dis toujours bah pendant que vous prenez votre douche et bah vous faites votre bain de bouche en même temps. Et là vous faites enfin vous gagnez du temps. Là il y a aucune excuse, vous pouvez le faire en même temps. Donc après je précise quand même un petit peu parce que là donc on est dans cette période hivernale. Mais quand on arrive en période estivale, on va conseiller plutôt des bains de bouche à l'huile de coco, puisque l'huile de coco est rafraîchissant et en été, comme il fait chaud, on va toujours aller vers son contraire. Après, j'y mets quand même un petit veto là-dessus. C'est aussi en fonction de la constitution ayurvédique et son déséquilibre. Donc là, ce sont des idées un peu génériques, mais moi, je conseillerais toujours, en fait, pour connaître sa routine, enfin, sa routine la plus appropriée, c'est d'aller voir quelqu'un qui conseillera au mieux du coup, les ingrédients par rapport à ce dont il a besoin. Ouais, c'est toujours très important de faire référence à un praticien. Parce que c'est vrai que maintenant, quand on se balade sur Internet, on peut faire plein de tests pour savoir sa pratique Reiki ou son vitriki actuel. Et puis, finalement, on peut en faire 10 et puis ne jamais avoir la même réponse. Donc, c'est quand même intéressant, voilà, de toujours aller se faire soutenir et en tout cas avoir une constitution peut-être confirmée par un praticien pour avoir les bons gestes, du coup. Parce que la prévention, c'est ça, c'est avoir les bons gestes. Et les bons gestes sont pas les mêmes pour tout le monde. Et c'est ça qui est aussi assez passionnant avec l'Ayurveda, c'est que c'est vraiment adaptable et adapté à chaque individu parce que chaque individu a son propre écosystème, c'est un être à part entière et il n'aura pas du coup les mêmes choses à faire ni le même mode de vie que quelqu'un d'autre. Ouais, complètement. Bah, on dit souvent qu'en Ayurveda, on traite un individu, on traite pas une maladie. Donc, Mm, et chaque être humain est unique. Donc, mm. effectivement, c'est, on peut essayer de mettre en place de certaines routines, mais vraiment, le mieux, en fait, c'est d'aller voir quelqu'un pour avoir sa routine propre à soi. Et après, Mm. j'ajouterais quand même une chose, ce que je dis assez régulièrement, c'est que il faut tester. Ça veut dire que c'est pas parce qu'on va voir un praticien qui nous dit c'est comme ça qu'il faut faire que si on teste et qu'on sent que ça nous convient pas, de se dire si je l'ai fait parce qu'il m'a dit que c'était comme ça qu'il fallait le faire. En fait, et c'est ça aussi un peu l'art. Alors, l'art de l'Ayurveda et de la connaissance de soi, c'est que on apprend à se connaître et à savoir ce qui est bon pour nous et ce qui ne l'est pas. Et s'écouter aujourd'hui, je pense que on nous a pas appris à le faire. On va écouter en fait l'environnement extérieur, mais pas nous en fait, pas nos propres ressentis. Donc là, toutes ces petites astuces, c'est bien, mais il faut aussi en fait se dire, voilà, je teste, et si ça me convient, je continue, si ça me convient pas, enfin, je teste autre chose. Oui.
Alors moi, je rajouterais quand même, il faut tester sur un certain temps, parce que c'est vrai que souvent on se dit bah tiens, je teste 2 jours et puis bon ça me convient pas. Alors il y a quand même un minimum de temps pour voir des effets. En particulier, bah, je pense notamment au fait de se gratter la langue. Vous pouvez vous gratter la langue 2 jours, mais vous n'allez pas voir les effets tout de suite sur votre système digestif, sur votre santé. En général, c'est bien de l'avoir fait au moins 1 mois, 2 mois pour commencer quand même à voir des effets. D'ailleurs, que ce soit en Vastu ou en Jyotish, nous on conseille toujours quand on met en place un rituel, que ce soit un mantra ou quoi, d'attendre 40 jours, en tout cas de faire son mantra pendant 40 jours minimum. Si on fait le plus, c'est bien, par exemple. Et ben c'est pareil avec l'Ayurveda, c'est-à-dire qu'il faut quand même une sorte de minimum syndical, si je peux dire ça comme ça, pour ressentir des effets. Pareil, si on a été prescrit une plante médicinale, bon, c'est bien de la tester un certain temps. Alors par contre, ce qui est bien quand même avec les plantes ou même avec les mantras ou certains remèdes, c'est que certains on voit tout de suite quand ils nous conviennent pas, c'est qu'on voit tout de suite des fois des effets négatifs. Mais pour d'autres choses où on voit pas spécialement de changement, c'est là où il faut se dire peut-être qu'il faut un petit peu de patience aussi. Ouais, et bah j'adore ce que tu dis parce que c'est clairement pour moi c'est un des mots d'ordre avec la prévention, mais c'est la patience. Cultiver quand on est dans ce genre de pratique, c'est important de cultiver la patience. Ce qui parfois en fait peut être un peu compliqué, comme je disais tout à l'heure, avec le rythme de vie que l'on a aujourd'hui. On veut tout de suite maintenant. Et puis le pire, c'est qu'on l'a. Enfin, aujourd'hui, on passe une commande sur Internet. Parfois, le soir même, on peut avoir notre colis, en fait, notre paillasson. Euh, alors qu'en fait, là, dans ces pratiques-là, qui parfois peut être un peu dérangeant, quand on n'a pas l'habitude, c'est de faire les choses, de prendre son temps et de cultiver, voilà, cette patience, parce qu'effectivement, c'est pas en claquant des doigts que l'on va voir, enfin, ça arrive, mais le plus souvent, il faut attendre en fait sur un certain temps que l'on ne connaît pas pour pouvoir y voir des effets. Et du coup, c'est Et ça qui est intéressant avec la prévention aussi. Enfin, si on reprend sur une échelle de temps, quand quelqu'un qui a passé ce sixième stade, on va dire ce dernier stade qui est souvent les maladies assez importantes, incurables ou des pathologies chroniques, une des questions, même si on n'a pas la réponse, c'est oui, mais depuis combien de temps vous avez accumulé en fait tout ça? Et si, admettons, on arrive à savoir et on se dit, bah, ça fait 15 ans qu'on a accumulé en fait toutes ces toxines, je ne dis pas qu'on va avoir besoin de 15 ans pour pouvoir en fait retrouver une santé parfaite, mais certainement qu'en 2 jours en fait il se passera rien. Donc c'est aussi ça qui est important de prendre conscience que voilà, on claque pas des doigts et puis tout va très bien. Non, c'est les choses prennent du temps. Et c'est là, du coup, tu vois, on rebobine ce fil ayurvédique et on retourne à l'accumulation. Et c'est vrai que c'est exactement ce à quoi je pensais. Cette accumulation, combien de temps on a été exposé à des choses toxiques, combien de temps est-ce qu'on a eu un mode de vie qui était pas forcément très sain. Puis bah du coup, forcément, ça va être pas forcément le nombre de temps qu'il va nous falloir pour guérir, mais on va avoir besoin d'un certain temps pour se détoxifier de tout ça. Donc, faut pas perdre espoir. Mais c'est clair que la patience, c'est la clé. Il faut pas se décourager et il faut se dire que bah c'est ok. Il y a des outils, mais voilà, il va falloir peut-être un petit peu plus de temps pour arriver à se dégager du pétrin dans lequel on s'est mis, souvent par manque de connaissances, parce qu'on est très peu informé finalement en Occident de la prévention. Enfin, je vois bien que ce soit à l'école ou que ce soit dans diverses institutions publiques, on parle très peu de prévention au niveau de la santé. Alors on nous dit de pas fumer, on nous dit de faire attention à boire, et finalement ça peut sembler, en tout cas en Ayurveda, des choses assez basiques, parce qu'il y a d'autres choses qui pourraient être mises en place en termes de prévention et qui ne le sont pas et qui du coup bah, nous font avoir entre guillemets certaines pathologies ou déclenchent certaines pathologies au fil du temps, parce qu'on est exposé à plein de choses et on n'a pas les bons outils pour nous prévenir dès tout jeune, parce que c'est dès tout jeune que cette accumulation elle commence. On n'a pas les outils et l'information nécessaire pour pouvoir mettre les choses en place. Oui, complètement. Et d'ailleurs, j'aime bien donner cette image. Moi, je fonctionne beaucoup par image, parce que je trouve que ça parle assez bien. Si on prend l'exemple d'une voiture aujourd'hui, on achète une voiture toute neuve, donc elle est belle, elle est en bonne santé. On roule avec, mais en fait, on prend pas soin de notre voiture, c'est-à-dire on va rouler sur des nids de poules, on va taper des portières ou des choses comme ça, peu importe. On peut avoir des accidents avec. On fait pas les contrôles techniques en temps et en heure, etc.
On va dire que l'avantage avec une voiture, c'est qu'à un moment donné, quand elle fonctionne plus, elle part à la casse, on en achète une autre. Bon, très bien. Mais en fait, il faut aussi considérer que notre corps, c'est un véhicule. C'est ce qui nous permet de vivre en fait sur cette terre. Et celui-là, on peut pas le remplacer. On n'en a qu'un. Enfin, en tout cas, dans cette vie-là, on en a qu'un. Du coup, on est un peu, je vais pas dire forcé, mais si on prenait conscience que il était important de prendre soin dès le départ de notre véhicule qui est notre corps et notre esprit, hein, évidemment, parce que c'est pas, on n'a pas que le corps physique, mais si on prenait soin de nous, on peut continuer à vivre avec une bonne santé et puis pouvoir après faire ce qu'on a envie, parce que on est aussi là pour vivre de belles choses, profiter de la vie, et c'est un peu dommage de pas en prendre soin dès le départ et d'attendre en fait d'attendre cette accumulation, cette installation en fait de problématiques et de devoir après les corriger. Et parfois ça peut arriver que c'est incurable et du coup on peut rien faire parce que tout a sa limite, et c'est pour ça que c'est important ce côté préventif de faire les choses en amont pour éviter que les maladies arrivent. Oui, c'est super important pour nous, et j'ai même aussi envie de dire pour nos enfants, parce que souvent l'aspect préventif, il passe aussi avant la conception. Il y a tout un art ayurvédique relié à la conception et à la natalité, pardon. Et pour que ce soit pour nous, mais aussi pour nos enfants, à qui on va donner vie, c'est super important de prendre soin de soi, parce que parfois on naît avec une maladie qui est un petit peu incurable, qui est difficile, parce que nos parents n'ont pas eux-mêmes pris soin d'eux. Et finalement, ce serait dommage d'infliger ça à nos enfants et à leurs petits-enfants, etc. Et donc prendre soin de soi, c'est aussi prendre soin des autres dans une certaine mesure, je trouve. Et c'est tout l'intérêt, c'est pas seulement quelque chose d'égoïste, c'est aussi quelque chose qu'on va partager aux autres, qu'on va donner, parce que notre santé, elle nous met en joie, elle nous permet de faire des choses qui nous mettent en joie, mais elle permet aussi aux autres d'être dans cette joie et de réaliser les choses qu'ils ont envie de réaliser. Complètement. Tu parlais du coup des parents avec les enfants, mais on peut même aussi voir au niveau de l'entourage, si certains ont peut-être déjà expérimenté, quand on a des douleurs quelque part, on a tendance à avoir ce côté irritable, cette irritabilité qui se met en avant. Alors ça va dépendre de chacun. Il y en a qui vont le faire sortir par ce côté, voilà, cette émotion-là. D'autres qui vont plutôt utiliser la tristesse, par exemple, ou l'apathie. On va se sentir faible, déprimé et tout ça. Et forcément, ça a un impact sur les autres. Alors que dans le cas contraire, si on se sent bien avec nous-mêmes, si on se sent léger, on va transmettre en fait cette légèreté aux autres, et, euh, et en fait c'est cet effet un peu bah, boule de neige. Enfin ça va se décupler en fait autour de nous. C'est comme le citron pourri. On laisse un citron pourri en fait dans sa barquette, et en fait il va pourrir tous les autres. L'inverse est aussi vrai. Donc ouais, ça c'est aussi cet aspect-là en fait. Il y a peut-être alors je veux pas culpabiliser, mais on peut des fois se dire que si on prend pas s'il y a un côté égoïste en fait des fois de alors il y en a qui vont dire prendre soin de soi, trop soin de soi est égoïste parce que du coup on pense moins aux autres. Alors qu'en fait, moi je pense que c'est plutôt le contraire. C'est plus on va prendre soin de soi, plus on va être bien avec soi, plus on va pouvoir aider les autres, et plus les autres aussi vont être bien avec nous, donc ils vont vouloir faire de même. C'est exactement vrai. Et c'est là où on voit vraiment que l'être humain marche en synergie. On n'est pas juste tout seul dans notre coin à faire nos trucs. On est vraiment là aussi pour être en communauté, pour être avec les autres. Et l'aspect communautaire, ça doit passer pour moi par l'aspect santé. Si on prend soin de nous, on prend soin des autres. Et on l'a vu, je pense, pendant cette période Covid. On l'a peut-être pas vu sous les meilleurs angles de mon point de vue. Mais du coup,
inclure l'Ayurveda ou inclure une forme de prise de soin et de prise de maîtriser sa santé, c'est pouvoir aussi aider les autres finalement, parce que si on est soigné nous-mêmes, on peut soigner les autres, on peut aider les autres, on peut apporter de belles choses, on peut créer des choses, parce que du coup on a l'énergie aussi pour créer les choses, on a l'énergie pour pouvoir faire changer les choses qui auraient peut-être tendance à nous déprimer ou à nous agacer, à réveiller des choses voilà en nous. On a cette énergie là qu'on n'aurait peut-être pas eu si on n'avait pas la santé. Complètement. Bah, on peut le voir, hein, j'aime bien poser les questions au niveau des projets. Est-ce que vous arrivez à aller au bout de vos projets? Et des fois, on me dit, c'est quoi le rapport? C'est quoi le rapport avec ma santé, avec ma digestion? Je lui dis, mais ça a tout à voir. Si on n'arrive pas à aller au bout de nos projets, c'est peut-être parce qu'il y a une accumulation on est toujours sur ces toxines, de quelque chose qui fait qu'on est lourd et on a du mal à avancer. Alors que si on est léger, les choses vont beaucoup plus rapidement. D'ailleurs, j'adore de voir des gens qui ont cette santé et qui ont une créativité de dingue et qui créent en fait des projets. Enfin, j'ai des exemples de personnes que je suis et que du coup que j'admire. Je me dis, mais on a tous 24 heures dans une journée et pourtant pourquoi certains arrivent à faire énormément de choses sur un temps assez court et que d'autres, en fait, il va leur falloir une semaine pour faire la même chose. Comment c'est possible? Bah, clairement, moi, la réponse, elle est là. C'est son énergie vitale, c'est sa santé. On prend soin de soi, on se sent bien avec soi, donc on a l'énergie, on a la créativité et on avance dans nos projets. Mm. Carrément. Et moi, j'adore l'image, tu sais, le feu digestif, on l'associe à Agni. Agni, qui est la divinité associée au feu. Il y a ce côté purification, donc on se purifie des toxines. Et puis, ce côté, pour moi, quand on a du feu en soi, c'est que, tu vois, on a la volonté, on a la passion, on a ce feu qui brûle, qui a envie de dire, tiens, j'ai envie de faire ça parce que ça m'anime, ça me booste, j'ai envie de faire des trucs qui sont bien. Et c'est ce feu-là, quand il est entretenu à l'intérieur, à la fois sur le plan physiologique, donc avec notre feu digestif, et à la fois le feu de l'esprit, parce qu'on sait que t'es déjà dans une certaine mesure qui est une des essences de la vie avec prana et oja. On a ce feu créatif, ce feu intellectuel de pouvoir proposer des choses, et c'est ça qui est cool. Et tu parlais de créativité, et il y a un lien super fort entre notre système digestif et notre système nerveux, et donc on ne peut être que créatif que si on a un bon système digestif, parce que les deux sont reliés. On peut avoir une bonne cognition, on peut faire plein de choses au niveau de l'esprit, au niveau mental, parce qu'on a une bonne santé digestive. Et c'est ça qui est cool, parce qu'avec l'Ayurveda, on commence à faire des rapports et à avoir des choses qu'on n'aurait peut-être pas forcément vues avant finalement. Oui, oui, c'est pour ça. Peut-être pour un peu conclure, je pense que le plus important, c'est apprendre à se connaître. Enfin, déjà, si on ne sait pas par où commencer, on peut déjà avoir un de ces biais, c'est commencer à apprendre à se connaître, savoir qui on est, qu'est-ce qu'on n'aime pas, qu'est-ce qui nous rend inconfortable dans des choses que l'on peut manger ou dans des environnements dans lesquels on peut se trouver. Et aussi, du coup, ce système de prévention à différentes échelles, comme voilà, aller voir un praticien en santé naturelle, hein, comme ça je mets des choses ça assez globales, pour se dire je veux éviter d'être malade, qu'est-ce que je peux faire? Ça peut aller, voilà, aller faire une consultation en astrologie védique, parce que ce que moi j'adore avec le Jyotish, c'est on apprend, on apprend qui on est et puis ça nous permet de déculpabiliser aussi des fois sur nos comportements, de se dire pourquoi je suis comme ça. Mais en fait, c'est comme ça en fait, c'est ta carte du ciel, elle est faite comme ça, ta planète, il y a une planète qui est à tel endroit, ce qui fait que ton caractère il est comme ça. Accepter aussi qui on est. Accepter qu'on va faire face à certains challenges, et aussi accepter notre pouvoir créateur, dans le sens où on sait que du coup en Jyotish on a des remèdes, en Ayurveda on a des remèdes, et se dire j'ai une prédétermination à certaines choses, et en même temps j'ai une capacité à l'action et au changement. Et c'est toute la magie, je trouve, des sciences védiques. C'est à la fois ce côté karmique, si on peut l'utiliser de façon très simple ici, en se disant on arrive avec des acquis, des bases, et puis on a ce potentiel de changement assez incroyable, ce libre arbitre finalement. Et en plus, il faut se dire aussi qu'on avance souvent quand on se retrouve parfois face à un mur. C'est-à-dire que pour pouvoir, et là du coup, je peux faire le lien en fait avec
sans aller dans le détail, mais moi, de quelle manière en fait j'ai découvert l'Ayurveda, c'est justement parce que je suis arrivée face à ce stade d'accumulation, un stade chronique en fait de pathologie, où aujourd'hui on n'arrivait pas à mettre un nom sur ce que c'était. Et comme j'arrivais pas à trouver de réponse en fait avec la médecine conventionnelle, j'ai fini par me tourner vers l'Ayurveda et j'ai compris beaucoup de choses. Mais peut-être qu'en fait je me serais pas retournée vers l'Ayurveda en fait si j'avais pas eu ça qui était apparu dans ma vie. Bon, c'est dommage, j'aurais préféré que ça arrive autrement, mais c'est comme ça, comme tu dis, c'est le karma. Il y a un moment donné, il faut aussi accepter certaines choses. Mais effectivement, il faut aussi, voilà, faut aussi accepter que les choses arrivent, mais de se dire qu'il y a toujours on a des moyens pour s'en sortir. Et c'est ça qui est beau, et je pense que c'est ça par quoi on peut peut-être conclure, c'est se dire que du coup, l'Ayurveda peut tout à fait être utilisé et doit être utilisé de façon préventive avant tout. Et même si on n'a pas de pathologie, même si on n'est pas malade, c'est toujours quelque chose sur lequel on peut s'appuyer. C'est vraiment une science, un art sur lequel on peut aller se renseigner, sur lequel on peut apprendre pour éviter du coup de se retrouver un jour face au mur et de devoir en fait finalement être confronté à certaines choses pas forcément agréables qui certes nous mettront dans des positions d'évolution, d'apprentissage qui sont toujours dans une certaine mesure incroyables parce que c'est là où on doit aller, mais si on peut peut-être éviter de se retrouver au pied du mur et puis prévenir plutôt que guérir, et ce serait quand même peut-être plus sympa finalement pour nous et puis pour les autres aussi comme on l'a vu. Oui, parce que on a tous notre mission de vie. On n'est pas tous faits pour être praticiens en santé naturelle. Donc oui, pour avoir cette bonne énergie dans ces projets, voilà, c'est bien d'avoir une bonne santé et du coup de faire tout de manière préventive. Bon, en tout cas, c'était trop cool, Clarisse, de parler avec toi parce que je pense que ça a vraiment éveillé nos auditeurs sur l'aspect préventif de l'Ayurveda et toute l'importance que l'Ayurveda a dans cette prévention au niveau de la santé. Du coup, si nos auditeurs veulent une consultation ayurvédique avec toi, où est-ce qu'ils peuvent te contacter? Alors, principalement via Instagram sous le nom de moksha.dev. Donc Moksha, je vais l'épeler parce que tout le monde ne connaît pas. C'est moksha.dev. Donc on va dire que c'est le biais le plus important. J'ai également une page internet que vous pourrez retrouver en fait via Instagram qui permet un petit peu de comprendre qui je suis et ce que je propose. Super. Et j'invite tous nos auditeurs qui ont besoin d'une consultation ayurvédique pour découvrir que ce soit leur constitution prakriti ou qui ont besoin d'un suivi pour d'éventuels déséquilibres victriki à contacter Clarisse. Et puis Clarisse, merci beaucoup d'être intervenue sur le podcast et c'est un plaisir de te réinviter pour un prochain talk ayurvédique ou Jyotish, Vastu, peu importe. Oui, merci à toi.